Bonjour, je suis Cédric Watine, le créateur du podcast que vous allez écouter. Juste avant le podcast, j'ai un petit message à vous passer qui, je pense, va vous intéresser. Je viens de créer une nouvelle formation, une formation à distance en vidéo qui s'appelle le 1 à 1 Express, où je vous montre comment mettre en place l'outil de management le plus puissant que je connaisse. Et j'ai décidé de vous proposer cette formation gratuitement. Pour en savoir plus, suivez simplement le lien que je vous mettrai en descriptif de ce podcast. Et si jamais vous ne trouvez pas le lien, c'est pas compliqué. Vous allez sur le forum Outils du Manager. Et si ma proposition est toujours d'actualité, vous le verrez dans l'en-tête du forum. Donc l'adresse du forum Outils du Manager, c'est forum.outildumanager.com. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, on accueille Marc Halévy. Et franchement, à la fin de cette interview, la première chose que je me suis dite, c'est « j'adore ce job ». Ça me plaît vraiment de vous donner des conseils concrets pour réussir votre management, mais j'adore aussi accueillir chez Outils du Manager des invités qui remettent un peu en cause nos manières de voir le monde, de penser et donc d'agir. C'est pour moi un des grands intérêts de Marc Halévy. Marc Halévy est chercheur en cosmologie complexe et philosophe. Il nous donne sa vision percutante des évolutions socio-économiques de l'humanité et nous donne ses conseils pour nous y adapter. Alors, accrochez-vous parce que nous allons partir de l'analyse de l'humanité pour arriver à des conseils concrets pour vous, managers ou chefs d'entreprise. Et rassurez-vous, tout ça avec des termes archi accessibles. Au programme, pourquoi le monde ne sera-t-il plus jamais comme avant ? Le point de basculement actuel, qui n'arrive que tous les 550 ans. Les 5 défis que cela pose à l'homme, à l'entreprise et aux managers. Et ce sur quoi vous devez vous concentrer pour entrer sans encombre dans le nouveau monde. C'est peut-être un peu moins pragmatique que d'habitude, mais c'est absolument nécessaire et essentiel. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt sur le forum Outils du Manager. Bonjour Marc, comment vas-tu ? Mais bonjour Cédric, je vais bien. Alors, peut-être que tu pourrais commencer en nous décrivant qui tu es et puis nous dire un petit peu quelles sont tes activités actuellement ou tes activités passées d'ailleurs. Officiellement, administrativement parlant, je suis un joyeux retraité. Ouais. Dans la réalité, en fait, je continue à travailler de l'ordre de 90 heures semaine, à faire plein de choses. Alors, les plein de choses, c'est quoi ? Je reste fidèle, si tu veux, à ma vie. Je suis quelqu'un qui est docteur en physique théorique. J'ai travaillé beaucoup avec Ilya Prigogine et je suis docteur en philosophie. Donc voilà, j'ai 2 pieds pour marcher dans ma tête et c'est pas mal. Et les deux se complètent bien. Je continue à faire de la cosmologie d'un côté, je continue à faire de la philo, à écrire pas mal de bouquins. Je vais arriver bientôt à mon 100e livre édité. Donc tu vois ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'imaginais pas qu'il y en avait autant. Et je suis aussi très pris par une activité de conférences et de séminaires que j'essaie de diminuer parce que ça prend énormément de temps de déplacement et des nuits d'hôtel que je déteste. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà. Comme ça, tu sais à peu près tout. Mais je reste fidèle avec 2 grands amours, la philosophie et la physique théorique. D'accord. Écoute, une suggestion, tu peux faire la même chose, mais à distance et désormais en télétravail. Donc, c'est vrai que c'est pas la même chose que d'être devant un public, mais ça marche quand même très très bien. Puis, effectivement, ça éviterait de faire ce que tu détestes. Oui. Et en fait, oui, c'est vrai que depuis évidemment le confinement, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par des tas de mes correspondants et de mes interlocuteurs. Évidemment, c'est pas la même chose. J'aimerais mieux être face à mon ami Cédric en chair et en os, mais bon, finalement, ça se passe bien, je trouve. Ah ouais, je trouve. Il y a un autre truc qui est marrant que j'ai remarqué, mais ça j'ai remarqué à la télévision, c'est que comme il y a un petit temps de décalage entre les prises de parole, je trouve qu'à la télé, on avait l'habitude des débats où ils se coupent la parole tout le temps, etc., etc. Là, ils ne peuvent pas le faire, et je trouve que les débats sont plus
reposant, et surtout les gens, on les laisse plus aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient à dire, et je trouve que c'est vachement plus agréable de cette manière-là. Ah, je suis 100% d'accord. C'est marrant. Hein. Bon, alors, donc, cosmologie, je ne sais pas du tout ce que c'est. La philosophie, je le sais un peu plus. Peut-être pour un peu introduire le sujet, tu peux nous parler d'un concept qui, moi, m'a interpellé, qui est le concept du point de bascule. On peut peut-être partir de ça, et puis je te laisse un petit peu expliquer autour de ce principe. Oui, alors, en fait, ça vient de la physique des processus complexes, qui est ma spécialité physicienne, en disant un truc relativement simple, c'est que n'importe quel processus complexe, tu en es un, j'en suis un, la société française en est un, ma famille en est un autre, une entreprise quelle qu'elle soit en est encore un autre. Un processus complexe, ça se développe selon une logique intérieure. Cette logique, elle est que toi, tu n'as pas envie de vivre n'importe quelle vie, tu as tes valeurs, tu as tes objectifs, tu as tes buts, tu as tes règles de vie, etc. etc. Ça, c'est ta logique à toi qui n'est pas celle d'un autre. C'est vrai pour n'importe quelle entreprise. N'importe quelle entreprise a sa manière de fonctionner, d'envisager le marché, d'envisager la relation à l'intérieur, à l'extérieur. Donc chaque processus se développe selon sa logique. Jusque-là, tout va bien. Là où il y a quelque chose qui se passe parfois, c'est que cette logique doit changer parce qu'on le veut de l'intérieur ou parce qu'elle est obligée de changer de l'extérieur. Je te donne juste un petit exemple, tu vas comprendre immédiatement. Je sais pas, tu as des enfants? Je suis peut-être indiscret en disant ça. Oui. Avec ma compagne, à nous deux, on en a 6. 3 chacun, ouais. Moi aussi, tu vois, égalité. Je voulais juste te dire simplement, c'est que le jour où ton premier enfant est né, normalement, ce jour-là, tu as compris quelque chose, c'est qu'il y avait la vie avant, qu'il y avait la vie après, et que c'est pas la même. Forcément, la naissance de l'enfant change complètement les structures de vie, les logiques de vie, les contraintes de vie. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une bifurcation en physique des processus complexes. D'accord. Et ça, on peut trouver à tous les échelons. En fait, ce qui nous intéresse ici, toi et moi, maintenant, c'est la bifurcation qu'on est en train de vivre, le point de bascule dont on parle, la bifurcation qu'on est en train de vivre en termes... J'emploie un mot un peu technique, en termes de paradigme. Alors, qu'est-ce que c'est le paradigme? C'est juste le fait qu'à un moment donné, une société, elle s'organise et elle fonctionne sur base d'un certain nombre de fondamentaux. Si on parle de la société européenne aujourd'hui, les mots-clés qui viendraient facilement, c'est démocratie, droits de l'homme, économie semi-libérale, l'État-nation, il y en a quelques-uns comme ça, qui suffiraient à décrire un peu le monde dans lequel on fonctionne. Alors, là où je deviens plus précis, c'est de dire que, comme toi, comme moi, comme la mésange que je vois sur la branche là, on a tous un cycle de vie. On naît, on grandit, on arrive à maturité, on décline et on disparaît. C'est vrai pour la mésange, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour les paradigmes. Ça devient intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, on a travaillé, mais je te parle il y a presque 40 ans maintenant, on a travaillé avec des historiens pour essayer de repérer cette notion d'évolution paradigmatique et de mort d'un paradigme et de naissance du suivant. Et on a remarqué des choses intéressantes, c'est que la durée de vie, tu sais que la durée de vie moyenne d'un homme aujourd'hui, l'espérance de vie pour une femme c'est 85, pour un homme c'est 80, c'est pas la même chose pour la mésange dont je te parlais, c'est pas la même chose pour le ver de terre. Donc chaque type de système a une espérance de vie. Eh bien pour un paradigme, on l'a mesuré et c'est vérifié maintenant, c'est de l'ordre de 550 ans. Donc tous les 550 ans, on change de paradigme. Et c'est vrai dans l'histoire européenne, c'est vrai dans l'histoire indienne, c'est vrai dans l'histoire chinoise, les 3 grands foyers civilisationnels qui sont aujourd'hui actifs. Et donc, c'est quelque chose qui est quelque part une loi entre guillemets. Maintenant, c'est pas l'horlogerie suisse non plus, c'est pas 550 ans précisément à minuit 24, quoi. Donc, soyons clairs. Si, il y a des latitudes. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que si on regarde dans l'Europe, la dernière grande bifurcation qui a eu lieu, le dernier changement de paradigme qui a eu lieu, c'était à la Renaissance. 550 ans avant, c'est la fin du rêve carolingien. 550 ans avant, c'est la chute de l'Empire romain. 550 ans avant, c'est la fin des cités grecques et du berceau de la philosophie par les invasions romaines. Donc voilà, tous les 550 ans, il se passe quelque chose qui est vraiment
quelque chose d'assez énorme, hein, qui dit voilà, on change de mode de vie, on change de regard sur le monde. Bon. Et nous, là, maintenant, on est en train de vivre cette bifurcation, ce changement paradigmatique. Alors, excusez-moi, je t'interromps 2 secondes. Quand tu dis « nous », en fait, c'est quoi ? C'est la civilisation occidentale, puisque tu dis qu'il y a des paradigmes qui ne sont pas forcément calés en même temps dans toutes les civilisations. Quand tu dis « nous », tu parles de qui, en fait ? Je parle des humains en général. Des humains en général, d'accord. Parce que très clairement, aujourd'hui, le système socio-économique, il est globalisé. Je suis assez d'accord. Il est mondialisé, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, on peut en reparler plus tard si tu veux. Donc ça veut dire que, attends, on est en train de le vivre, il se passe un truc merdique en Chine, ça nous arrive assez vite quand même. Ouais. Alors là, c'était le coronavirus, et ça peut être une grosse pollution comme à Tchernobyl, souviens-toi, ça peut être plein de trucs, enfin une pénurie de matières premières quelque part qui empêche les exportations, donc les importations chez nous. On est quand même très dans un système global maintenant. Et donc, ce que nous vivons là, c'est un changement de paradigme global, que chacun vivra sur son continent avec sa sensibilité, sa culture à lui, bien entendu. Il n'y a pas d'uniformisation. Mais on est vraiment tous dans le même bain aujourd'hui. Et je pense que le coronavirus en est bien le témoignage. Donc, autrement dit, quand on est, et là je commence à être un tout petit peu plus précis, quand on est dans la fin d'un paradigme, donc il faut admettre d'abord que nous sommes en train de vivre la fin du paradigme de la modernité qui est né à la Renaissance, qui est en train de se terminer. Et dans mon vocabulaire, à moi, j'appelle ça la courbe rouge, parce que rouge, c'est feu rouge, ça s'arrête. Hein. Donc on est dans le déclin et la fin d'un paradigme. Et il y a un autre paradigme que dans mon vocabulaire, à moi, j'appelle bien sûr la courbe verte, feu vert pour l'avenir, qui est en train de monter en puissance. Le problème est que le croisement de ces deux courbes, qu'on est en train de vivre à peu près maintenant, ça se passe de manière pas forcément joyeuse et continue. Alors ça, permets-moi de ne pas rentrer dans les détails de la théorie des processus complexes, mais on appelle ça la zone de chaotisation. Ça veut dire que l'ancien paradigme est devenu trop faible pour porter tout ce qui s'y passe, et le nouveau paradigme n'est pas encore assez fort pour prendre la main. Donc on est dans une zone là où il y a chaotisation de l'ensemble du système. Et c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Alors soyons clairs, là maintenant on parle beaucoup de la pandémie. Bon, très bien. Mais la pandémie n'est jamais qu'un des multiples symptômes de cette chaotisation du système. Parce qu'il y a le dérèglement climatique, il y a les pollutions diverses et variées, il y a les problèmes océaniques au niveau thermique, il y a la chaotisation des monnaies. Enfin, tu sais bien que la guerre des monnaies un peu partout aujourd'hui et que le dollar veut absolument continuer à être la monnaie de référence et tout le monde sait bien que c'est pas possible. Donc, voilà. Il y a les guerres sur les ressources premières, il y a tout le problème du pétrole qui est en train de se pénuriser tranquillement. Tout ça fait que géopolitiquement, on est dans un chaos total. Ça, il suffit de lire un peu les journaux pour s'en rendre compte. Donc, on est vraiment dans la zone de chaotisation qui est la zone de danger, en fait, qui sépare l'ancien paradigme où on était bien, où ça c'est relativement bien, et le nouveau paradigme qui n'est pas encore tout à fait là. Et d'ailleurs, quand tu évoques ça y est, je me souviens comment on a été mis en contact. C'est que j'ai fait un article où je faisais un dessin avec un trait plat et ensuite une zone d'onde comme ça, je te fais le geste, les auditeurs le voient pas, mais une espèce de chaos. Je disais ça c'est le chaos, puis après ça réduisait, ça devenait l'adaptation et à nouveau on était dans une zone. Et je disais en fait ce qu'on vit avec le Covid à notre petite échelle, c'est le passage d'une stabilité 1 à une stabilité 2. Et la question que je posais, c'est est-ce que vos entreprises, est-ce que vous êtes fait pour réussir à passer rapidement la zone de chaos pour rentrer dans la zone d'adaptation? Et c'est un des auditeurs qui a vu cet article qui m'a mis en contact avec toi, qui m'a dit mais tu devrais recevoir Marc Alévi parce qu'il a ce concept aussi de zone chaotique où il faut s'adapter. Ah ben écoute,
Je ne m'en souvenais pas, mais je sais que je te connais depuis des années, mais je ne savais pas que c'était ça le déclencheur. Donc, tant mieux, on a tracé. Donc voilà, donc je termine juste pour dire qu'on est en plein dans la zone chaotique, on est probablement en plein milieu. Alors faire des pronostics en disant que ça va durer jusque 2025, 2030, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est encore bien dedans. Et le point de basculement, c'est quoi ? C'est le moment où le nouveau paradigme est suffisamment fort pour commencer à prendre sa place. C'est probablement maintenant. Et le fait de ce que je vois comme toi, dans les effets de cette pandémie, qui est ce qu'il est, qui est surdimensionné dans beaucoup de dimensions, cette pandémie, manifestement, elle accélère des basculements. Ne serait-ce que le fait que nous parlions là devant un ordinateur, le fait que des tas de gens sont en train de se reposer des questions de fond. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que vraiment c'est ça ce que je faisais avant ? Est-ce que c'était ça qui est essentiel ? Comment je fais avec mes enfants ? J'ai lu des articles ahurissants, mais comme toi, comme tout le monde, comme tous nos auditeurs, des articles ahurissants où il y a des parents qui disent, depuis que les enfants sont à la maison, qu'on essaye d'assurer leur scolarité, on se rend compte que nos gamins, on les connaissait pas. On se rend compte qu'ils sont complètement infernaux quand ils sont en classe et qu'ils sont pas du tout studieux. Moi, j'ai lu, tu les as lus aussi, j'imagine, des tas d'interviews comme ça. Et donc, tu te dis, tiens, ça, quand même, ça veut dire que ce qui est en train de se passer est un révélateur de notre vie réelle. Et que donc, ça nous oblige nécessairement à poser des questions de fond. En fait, c'est la prise de conscience dont tu parlais. C'est-à-dire que là, il y a un événement suffisamment d'une ampleur suffisante et qui remet vraiment en cause notre routine habituelle, qui nous permet de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger et il y a une transformation qui est en train de s'opérer. C'est la prise de conscience dont tu parlais, peut-être. Oui, c'est la prise de conscience dont je parlais. Donc, moi, je pense qu'effectivement, cette crise du coronavirus est peut-être le déclencheur du point de basculement. Et ça, je t'en ai pas encore parlé, donc je vais le dire en 2 minutes après. Mais personne n'en est sûr. Parce que si on regarde l'histoire passée, l'homme, l'être humain, a une mémoire extrêmement courte. Hein. Il se pose des tas de questions, il veut changer ses habitudes, il se dit « Putain, je suis pas dans la bonne vie ». Et dès le moment où le problème s'efface et que la crise se termine, il y en a beaucoup qui sont tentés de dire mais dans le fond c'était pas si mal que ça avant, je vais revenir à mes mauvaises habitudes. Donc il faut se méfier très fort des pronostics. Ce qui est clair en tout cas, c'est que la crise actuelle pandémique pourrait être, comme l'avait été la crise financière de 2007, pourrait être un déclencheur de bascule. Et peut-être pas. Mais peut-être pas. Et donc c'est là où on a, nous, et là je reprends ma casquette de théoricien, on a un problème, c'est que en fait pour sortir de la zone chaotique, il faut ce qu'on appelle un déclencheur, que ce déclencheur, parce qu'on est dans la théorie du chaos, est quelque part lié à la notion d'effet papillon. Je ne sais pas si ça te parle. L'effet papillon, le butterfly effect en anglais, c'est le fait qu'une toute petite cause, par exemple, la crise du coronavirus, on est à moins de 10 000 morts en France aujourd'hui. Les 2 dernières grandes grippes de 57 et de 69, je crois, c'était 30 000 et 40 000 morts. Donc, voilà. Donc, toute proportion gardée, c'est un déclencheur, c'est un élément vrai qui fait souffrir et qui coince ces sociétés, qui coince l'économie. Donc, je ne veux pas du tout minimiser. Je dis simplement, est-ce que ce sera ça l'effet papillon ? Est-ce que c'est ça le déclencheur ? J'en sais rien, mais ça pourrait. Mais ça pourrait. Et ce qui est sûr, c'est que ça fait une espèce de réaction en chaîne à laquelle moi personnellement je m'attendais pas, par exemple, de se dire que tout est lié, c'est-à-dire que il se passe quelque chose en Chine, ça arrive chez nous, il se passe quelque chose chez nous dans le domaine, je dirais des pandémies, mais ça joue sur l'économie. Du coup, la réaction en chaîne, ça va être dans nos sociétés à nous, que la BCE, etc., va essayer de sauver les meubles. En fait, c'est toute cette réaction en chaîne qui est un peu effrayante. Oui, et je peux rajouter 2 choses là-dessus ? Bien sûr. La première, c'est que je crois que ce qui fait le plus de dégâts aujourd'hui, c'est pas le Covid-19 lui-même, c'est le climat de panique qu'il a instauré. Ouais. Et que cette panique-là fait beaucoup plus de dégâts
que dans la réalité physiologique, médicale, qui, dans le fond, est quelque chose d'assez, entre guillemets, anecdotique. Et je le dis avec tout le respect pour les gens qui souffrent et pour les gens qui meurent, évidemment. Hein. Loin de moi l'idée d'être cynique. Mais je dis simplement que les effets de panique sont beaucoup plus graves. L'autre chose que je voulais te dire, c'est que, et ça je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je pense que les conséquences financiero-économiques de ce que nous sommes en train de vivre au niveau médical aujourd'hui seront beaucoup plus importantes qu'on ne croit, parce qu'on est en train de saccager une bonne part de l'économie mondiale aujourd'hui. Et que donc il va falloir quelque part, et le gouvernement français a décidé de faire ce qu'il fallait pour sauver les entreprises, etc. Tout va bien, mais quelqu'un va devoir payer ça. Et comment va-t-on payer et comment va-t-on financer tout ça, hein? Et donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde est plus concentré sur le côté santé. C'est je veux survivre, ça c'est la priorité. Mais derrière, il va y avoir des questions de société fondamentales. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'avec ces vraies questions-là, il y a peut-être bien des choses qui vont s'enclencher, qui vont être le point de bascule dont on parlait, toi et moi, il y a 5 minutes. D'accord. Ok. C'est déstabilisant, en fait, ce que tu dis. Et en fait, la question... En fait, c'est déstabilisant parce que, du coup... je pense que pour des gens qui sont habitués à gérer leur quotidien, à prendre des décisions comme les managers, c'est tout d'un coup de se dire, mais en fait, il se passe des choses et moi, qu'est-ce que je peux faire au milieu de tout ça ? C'est-à-dire que c'est des cycles, tu le disais, qui font 550 ans. La vie moyenne d'un homme, c'est plutôt autour de 80 ans. Donc, on a des vies plus courtes que les cycles que tu décris. Et du coup, comment l'homme peut garder la foi en l'avenir ? Et puis, comment il trouve sa place et son action au milieu d'un monde tel que tu le décris ? Alors ça c'est une question qui est à la fois très technique et très philosophique. Ouais. Là, tu es dans le fond des choses. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est deux choses. La première chose, la foi en l'avenir, c'est ton expression, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui me parle, parce que c'est une question qu'au bout des conférences vient très très souvent, où on me dit, mais Monsieur Halévy, tout ce que vous nous racontez, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Ma réponse est toujours la même, c'est de dire, mais je n'ai pas les moyens de me payer le luxe d'être optimiste ou pessimiste. La seule chose que je veux faire d'abord, c'est que nous soyons tous lucides. Commencer par sortir du déni de réalité. Nous sommes au bout d'un cycle, il va falloir inventer un autre cycle, et donc le premier élément, c'est la lucidité. Si la lucidité est là, et si derrière, il y a une prise de responsabilité de chacun d'entre nous, dans son monde, dans son même petit monde, une prise de responsabilité, disant, ok, c'est bon, j'ai compris, je dois construire l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. Si cette lucidité, ce courage se mettent ensemble, alors je peux commencer à me payer le luxe d'être optimiste. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, je me dis, est-ce que nous sommes, nous les humains, des animaux courageux ? En gros, on est plutôt des animaux peureux, parce qu'on a été mal foutus par la nature. On n'a pas des grandes griffes, des grosses carapaces, des grandes dents, des grosses fourrures. Donc on est plutôt des animaux peureux. Bon, mais on a prouvé quand même qu'on était capable de faire des grandes choses. Donc pourquoi pas maintenant ? Ouais. L'autre chose, c'est que, et ça j'insiste toujours là-dessus, et ça énerve en général, surtout le public français, c'est que, je leur dis, les institutions politiques d'aujourd'hui, les institutions économiques, bancaires et financières d'aujourd'hui sont des purs produits de l'ancien paradigme. Donc, ils existent pour assurer la pérennité de l'ancien paradigme qui est en train de s'effondrer. Donc, il ne faut pas compter sur eux pour instaurer ou même faciliter l'instauration du nouveau paradigme qui, par définition, va changer les institutions. Donc, on a quelque part, et c'est très vrai en France, parce qu'il y a une espèce, je ne suis pas français comme tu sais, en France, il y a une espèce de foi infinie dans le pouvoir de l'État, dans la politique, dans l'idéologie. Le problème c'est que tous les États, toutes les politiques et toutes les idéologies d'aujourd'hui correspondent à un monde qui bientôt n'existe plus. Donc on
n'est plus dans ce cadre-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas l'État qui va faire basculer la France ou les Français ou le système français vers le nouveau paradigme. C'est chacun d'entre nous. Il ne faut pas changer le monde. Chacun doit prendre la responsabilité de changer son monde. Et ça devient du niveau d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il dit, ben voilà, il est très clair qu'on sort d'un modèle financiero-industriel. Il est relativement clair aussi qu'on rentre dans un autre modèle socio-économique. Eh bien, à moi de prendre les décisions pour que mon entreprise fasse son bout de chemin et construise déjà l'embryon de ce que sera pour moi, dans mon entreprise, dans mon monde, avec mes gars à moi, ce que sera l'entreprise de demain et donc l'économie de demain et donc la société de demain, etc. Mais on ne peut travailler qu'à son échelle. La solution ne viendra pas de l'extérieur, ne viendra pas des institutions. En fait, ce que tu dis là, c'est amusant parce que ça me fait exactement penser, j'ai lu là, très récemment le livre Antifragile de Taleb, où lui, il dit que tous ces systèmes qu'on a mis autour, alors lui, il ne parle pas forcément de l'État français, mais il parle par exemple de l'argent qui est distribué par la Banque centrale. Tous ces effets, en fait, de prolongation qui, selon lui, d'un monde qui, de toute façon, est en train d'aller à sa perte, etc. En fait, il nous empêche même d'être clairvoyants par rapport au changement de paradigme. C'est-à-dire que tous ces amortisseurs qui sont partout, en fait, ils nous isolent de la réalité du monde qui est en train de se produire. Et c'est vrai que c'est une tentation qui est grande. Moi, je suis chef d'entreprise. Mon entreprise, elle est en danger. Je me dis, mais comment je vais faire pour payer les salaires? Et puis là, j'ai l'État qui dit, mais non, mais c'est pas grave, on va prendre en charge ce que vous pourrez pas prendre en charge, etc. Mais au fond de nous, on sait bien que c'est artificiel. On sait bien que cet argent qui est distribué comme distribué d'un hélicoptère, à un moment, il va falloir le rendre ou quelqu'un va devoir payer. Et on espère tous que ce ne sera pas nous, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, ça me fait un peu penser à ce que j'ai malheureusement vécu avec ma femme qui est morte d'un cancer du côlon il y a une quinzaine d'années. Elle était la seule à ne pas se rendre compte de l'état dans lequel elle était. Pourquoi? Parce qu'elle était sous morphine. Et le fait d'être sous morphine fait que, ça va bien. Tout va bien. Et tout le monde sait alentour que ça va pas bien du tout. Hein? Mais elle est sous morphine. Et ben moi, je pense que permets-moi un mot qu'on n'aime pas trop, mais je l'utilise volontiers. C'est tout ce système d'assistanat aux différents niveaux des strates socio-économiques fait que c'est des petites ou des grosses doses de morphine qui font que finalement, pourquoi changer? On est bien. On est bien. Et si vraiment on a un gros pépin, il y aura bien quelqu'un qui va s'en occuper, par exemple l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que l'État ne pourra pas mettre tout le monde sous morphine tout le temps. En fait, c'est comme si je suis au niveau individuel, je reviens au niveau individuel. Moi, quand il a commencé à avoir cette crise sanitaire, j'ai encouragé les managers à un peu voir le chaos actuel comme une période à passer. Et j'aurais dit, il faut vite que vous alliez de l'autre côté pour redevenir solide dans cette nouvelle réalité. Alors, moi, ma question, et j'ai l'impression que tu donnes en filigrane la réponse, c'est-à-dire que soit tu restes sous morphine et tu dis, mais non, il n'y a pas de chaos, on continue comme d'habitude, ou soit tu dis, non, je prends en compte cette réalité, je regarde ce que je peux faire à mon niveau et je décide volontairement d'évoluer. Et en fait, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si tu es allé jusque-là, c'est un individu, en fait, vers quel... ce serait quoi la manière, selon toi, de prendre en compte cette nouvelle réalité? Bon, alors... Je te passe la théorie qu'il y a derrière. J'en arrive aux conclusions de l'application de la théorie. La théorie dit n'importe quel processus complexe, oui, le système socio-économique humain c'en est un, il y a un beau, hein, il a 5 dimensions. Et ces 5 dimensions, je le dis autrement, pour que le processus, donc nous, le système humain, soit contraint de sortir d'un paradigme mourant et rentrer dans un paradigme nouveau, il faut qu'il y ait rupture sur les 5 dimensions dont je vais te parler.
D'accord. Et que donc, sur le nouveau paradigme à créer, on mettra tout ce qu'on veut, mais il y a 5 ingrédients absolument indispensables qui sont les réponses aux ruptures de l'ancien paradigme. Il ne faut pas faire la même chose, évidemment. Alors, c'est quoi ces trucs-là ? Je vais te le faire assez rapidement, hein. Première dimension, c'est qu'il n'y a pas de système qui fonctionne s'il n'a pas de ressources. Oui. Alors très clairement, aujourd'hui, nous sommes, et on ne veut pas l'entendre, mais nous sommes dans une logique de pénurie de ressources. Nous ne sommes plus dans une abondance de ressources. Et c'est bien logique. Très clairement, nous avons un réservoir qui s'appelle la Terre de ressources naturelles. On en a épuisé 80% en 150 ans. Et que les ressources dites renouvelables, et on peut discuter à perte de vue sur le mot renouvelable, les ressources renouvelables, dans le meilleur des cas, ne satisferont que 20% des besoins actuels de l'humanité. Donc, autrement dit, la disponibilité de ressources, la quantité de ressources disponibles, elle ne fait que diminuer alors que la démographie ne fait qu'augmenter. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'une courbe croissante et une courbe décroissante, ça se croise en un point et que ce point, il est passé. Aux alentours de l'an 2000, ce qu'on appelle en anglais le peak point. Donc, de toute façon, nous sommes dans une logique de décroissance. Très, très bien. Ça, c'est la première rupture. On répond comment à ça ? Eh bien, dans le nouveau paradigme, on met un mot important, que moi j'aime beaucoup, qui est le mot frugalité. Dans tout ce qu'on fait, on fait moins mais mieux. Moins quantitativement moins, mais mieux qualitativement mieux. Moi, en gros, je crois que je préfère une vie de qualité qu'une vie de quantité. Deuxième rupture, c'est la rupture technologique. Ça, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que jusqu'il y a, allez, on va dire quoi, pour les entreprises en tout cas, jusqu'au début des années 70, on était essentiellement dans un monde mécanisé et maintenant on est dans un monde numérisé. Attends, c'est pas la même règle du jeu du tout. Donc, on a une rupture majeure en termes de comment on fait, comment on travaille, quels sont les métiers qui vont disparaître, quels sont les métiers qu'il faut inventer, comment on va répartir le travail des hommes sur ce qui ne peut pas être ni robotisé ni algorithmisé. Donc, on est bien dans une rupture profonde là. Troisième rupture, c'est de dire le monde dans lequel nous vivons, il est de plus en plus complexe. Alors, je donne juste un indice de complexité, c'est que toi, moi et tous ceux qui nous écoutent ont de plus en plus d'interlocuteurs et probablement grâce à la toile, nous avons des interactions de plus en plus fréquentes, de plus en plus rapides avec tous ces interlocuteurs. Donc, moralité, la pression que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, reçoit, elle croît exponentiellement. Ouais. On fait quoi avec ça ? On se dit oui, mais il faut pouvoir absorber tout ça. Et tout le monde nous dit il faut développer la souplesse, l'agilité, la réactivité, l'imagination, l'innovation. Tout ça, c'est vrai. Mais est-ce que nos modèles organisationnels sont prêts à faire ça ? Est-ce qu'ils nous aident à faire ça ? Je suis désolé de te le dire, et tu le sais mieux que moi, Cédric. Le modèle encore aujourd'hui dominant, c'est le modèle pyramidal hiérarchique. Et c'est le modèle le plus pauvre en relation. Donc c'est le plus lent et c'est le plus lourd. Tiens, comme par hasard, aujourd'hui on nous dit mais non, il faut changer complètement les modèles d'organisation, il faut aller travailler en réseau, les réseaux collaboratifs, etc. Ce qui est vrai, c'est mathématiquement vrai et démontrable. Sauf qu'on oublie un truc, c'est que pour un manager, passer du pyramidal au réseau, c'est un casse-tête pas possible. C'est un grand défi qui nous est lancé aujourd'hui. Mais on n'a pas le choix. Donc pour ça, il n'y a rien à faire, il faut passer, et là je sais qu'on parle à des managers, il faut passer d'un management mécanique basé sur des normes, sur du quantitatif, sur du procédural, sur la division du travail, etc., vers un management qui est un management beaucoup plus organique, au sens que nous, toi, moi, nous avons 80 000 milliards de cellules en nous qui fonctionnent bien sans qu'il y ait de chef. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas des prises de décision, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des systèmes de régulation, mais ça veut dire que c'est un autre mode organisationnel. Eh bien, moi, je pense que les entreprises, c'est la troisième grande rupture, c'est celle-là, sur la courbe verte, les entreprises seront des réseaux. Et si je peux me faire... Oui. Il y a aussi, juste au niveau managérial, oui, effectivement, nos cellules travaillent comme ça et tout n'est pas forcément top-down et organisé comme ça, mais en même temps, il y a des relais. C'est-à-dire que chaque relais est capable de gérer un nombre fini d'interactions. Et que
c'est en développant des relais. On peut appeler ça des managers, des relais, comme on veut, mais il faut quand même à un moment qu'il y ait des nœuds dans l'organisation. Et moi, absolument, c'est le futur rôle des managers, où il va falloir représenter les informations qu'un groupe transmet, où il va falloir prendre des décisions, animer, etc., etc. Oui, parce qu'il faut, et là je ne peux qu'abonder dans ton sens, c'est qu'il faut être très très clair, c'est que le fait de travailler en réseau, c'est pas Club Med, Yukaida. Ça veut dire qu'il doit y avoir absolument des centres de décision, donc des comment dirais-je, des gens qui détiennent un pouvoir pour trancher, pour arbitrer, qu'il faut aussi avoir des centres de gens qui font autorité, des gens aussi, et ça c'est le plus important dans un réseau, c'est des gens qui sont des contagieux en termes de passion et d'enthousiasme. C'est-à-dire des gens, ils sont capables de transmettre la foi en un projet collectif. C'est probablement ça la mission la plus importante d'un manager demain matin et la plus difficile à faire. C'est d'être un creuset de passion et d'enthousiasme où tout le monde va venir puiser tout le temps. Dis-moi que j'ai raison de me battre. Oui, tu as raison de te battre. Vas-y, mon gars. Il y a là quelque chose qui est un tout autre type de management. Mais je répète, les décisions doivent se prendre. Et pardon de dire ça parce que c'est choquant, mais une entreprise ne sera jamais une démocratie. Dans une démocratie, on a le temps et ça marche pas. Dans une entreprise, on n'a pas le temps, il faut que ça marche. Donc, il va falloir un jour ou l'autre comprendre ça. Enfin bon. Alors la quatrième rupture, celle-là, elle est sur le modèle économique. On en a un peu parlé tout à l'heure. En fait, on vit toujours aujourd'hui dans un modèle dominant qu'on a hérité de la révolution industrielle, qui est en fait une économie de masse et une économie de prix bas. Ce sont les deux grands piliers. Or, ça marche plus. L'économie de masse, clairement, elle a été absorbée par la finance spéculative. Aujourd'hui, jusque dans les années 80, en gros, la finance était la servante de l'économie réelle. Là, il y a eu bascule, et aujourd'hui, c'est l'économie réelle qui n'est jamais qu'un moyen de la finance spéculative pour générer de l'argent avec de l'argent. Et donc là, d'où les crises, d'où les bulles, enfin de tout ce qu'on connaît. Et c'est pas fini. L'autre chose, c'est les prix bas. Ben, c'est bien, on peut inventer des tas de trucs. Et toute l'histoire du management au XXe siècle, ça a été des astuces, des coups de génie pour faire baisser les prix de revient. Forcément, si tu dois vendre beaucoup dans une économie de masse, tu ne peux pas faire autrement que de faire baisser les prix de vente par rapport à tes concurrents, donc baisser tes prix de revient. Et donc, on a là toute une série de choses qui se sont mises en place, qui sont géniales. Génial. Moi, ça m'a toujours fait rire ce truc-là, mais on est en 1908 et Henry Ford lance la Forte avec l'idée de la faire tellement bon marché que n'importe quel de ses ouvriers pourra s'en acheter une. Donc il a une clientèle captive comme ça, tranquille. Hein. Et ben, quand il présente la Forte, il dit vous pouvez la choisir de la couleur que vous voulez, à condition que ce soit noir. Tout le monde connaît cette histoire. Mais qu'est-ce qu'il invente en disant ça? Une manière de baisser les prix, c'est standardiser. Arrêtez de me faire chier avec des détails. Vous voulez une voiture pour marcher? On a tous la même. Voilà. On a là des tas d'inventions qui ont été faites. Mais aujourd'hui, on est au bout du modèle. On ne pourra plus baisser les prix. On ne pourra plus élargir les masses. Donc, il va bien falloir qu'on trouve autre chose. En plus de ça, il y a quelque chose qui s'est passé qui est génial. C'est que quand on a commencé à toucher à la qualité des produits ou des services pour en faire baisser le prix, il y a une espèce de petite révolte dans certains coins qui s'est mise en place en disant mais attends, et ça c'est une phrase de mon grand-père, un bon paysan flamand, qui disait moi je suis pas assez riche pour me payer du bon marché parce que le bon marché ça finit toujours par coûter beaucoup trop cher. C'est vrai. C'est du bon sens paysan. Donc ça veut dire c'est bien de baisser les prix, mais pas au mépris de la qualité, de l'utilisabilité, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de basculer dans une autre logique économique qui est une logique non plus de prix bas, mais d'optimisation de la valeur d'utilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Avec derrière des questions de fond du genre, dans le fond, est-ce que je dois vraiment être propriétaire d'un certain nombre des outils parce que ça me coûte très cher d'être propriétaire alors que j'en ai très peu besoin finalement. Donc c'est peut-être mieux que je le loue ou bien que je le partage avec quelqu'un d'autre. Donc on a l'économie du partage, l'économie de la location, enfin tu connais tout ça. Et donc on sent bien que là il y a une bascule très très importante. Et le dernier point, le dernier point de rupture, et ça c'est plus philo, hein, mais je crois que c'est important aussi de faire de la philo de temps en temps.
c'est de se dire, mais bon Dieu, pourquoi on se lève le matin ? Pourquoi on va se battre dans un monde quand même difficile, lourd ? Pourquoi on fait tout ça ? C'est la question du sens. La question du sens, bien sûr. La question du sens et de la valeur des choses et de la valeur de la vie. Regarde aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, et du confinement, il y a quand même plein de gens qui se disent « Attends, je vais faire quoi de ma vie là ? Ça fait 20 ans que je me gourre. Je suis en train de courir derrière des ombres. Est-ce que c'est pas là le moment maintenant de se dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? On a toujours voulu, et ma génération d'abord, il fallait réussir dans la vie après la guerre. Il fallait réussir dans la vie, monter dans l'échelle sociale. Et puis les générations sont succédées, et puis ça a été non, moi je veux réussir ma vie. Ok, très bien, je ne discute pas de tout ça. Je dis simplement qu'il faut interroger deux choses. La première, c'est qu'est-ce que le mot réussir veut dire ? C'est pas si évident que ça. Et la deuxième chose, c'est toujours réussir dans la vie pour moi ou réussir ma vie pour moi. Donc c'est terriblement égocentré. Oui, mais comme tu sais, le nombrilisme et le narcissisme, ça mène pas loin. Et on voit bien aujourd'hui que des tas de questions se posent en disant les autres là, ils sont à mon service ou pas ? Et moi, je suis au service de quoi ? Au service de mon nombril et de ma panse ? Ou est-ce que je suis au service de quelque chose qui pourrait me dépasser ? Moi, je n'ai pas de réponse absolue par rapport à ça, évidemment. Mais je dis qu'aujourd'hui, la question, elle est inévitable. Il faut sortir du nombrilisme, de ce qu'on appelle pudiquement l'humanisme. Je sais qu'en France, c'est un mot qui est sacré, qu'il ne faut pas toucher. Mais pour moi, l'humanisme, ça veut simplement dire que l'homme est au service de l'homme, donc de lui-même. L'homme, c'est Protagoras d'Abdère qui disait ça, l'homme est la mesure de toute chose, donc l'homme n'est plus que la mesure de sa propre démesure. Et donc, on a tout saccagé, et on a tout pillé autour de nous. Et puis maintenant, on s'étonne que la vie se révolte contre nous et nous envoie des saloperies du genre coronavirus. Attends, il faut quand même être un tout petit peu cohérent, un tout petit peu logique dans cette histoire. Donc moi, je pense que là, aujourd'hui, la question se pose. C'est-à-dire, tu sais, je fais une petite parenthèse. Moi, quand j'ai fait mon cycle de philo et je me suis intéressé, dans mon doc, je me suis intéressé à la philosophie, à l'histoire des religions et des spiritualités, on est dans la moitié des années 70, et quand tu allais dans une librairie ou dans une bibliothèque universitaire, tu trouvais rien sur ce sujet. Oui, tu avais 3-4 bouquins là en haut d'une étagère, tu sais, là où les araignées tissent leur toile, quoi. C'est bon. Personne ne s'intéressait à ça. Va aujourd'hui à la FNAC, une grande prise quelconque, des pans entiers de murs sur spiritualité, ésotérisme, religion, développement personnel, patin, machin, méditation, tout ce que tu veux. Il y en a, mais des pans entiers. C'est pas neutre. Ça veut juste dire quelque chose, que la question est posée. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie et au service de quoi veux-je mettre ma vie ? Maintenant, moi, je m'adresse à tes auditeurs managers. Oui. La question pour l'entreprise, elle est cruciale. Tu ne peux pas demander à un de tes collaborateurs de donner le meilleur de lui-même à l'entreprise si l'entreprise ne donne pas du sens à ce don que fait le collaborateur. Donc il faut donner du sens. L'entreprise, elle est au service de quoi ? C'est une vraie question. Alors moi, je me souviens que quand j'ai fait mon MBA, il y a bien longtemps, à ce moment-là, on avait la réponse de Milton Friedman, qui est le fondateur de l'école de Chicago, qui a été prix Nobel en 77 ou 18, je ne sais plus trop, d'économie. Milton Friedman, lui, il avait le culot de dire la seule et unique raison d'être de l'entreprise, c'est de servir des dividendes à ses actionnaires. C'est vachement bien en théorie économique, cela dit, ça n'a jamais motivé un seul de nos collaborateurs de savoir que tu vas verser des dividendes aux actionnaires qu'il ne connaît pas. C'est pas ça qui te fait te lever le matin. Ah ben, il me semble. Hein. Ouais. Eh bien, il me semble. Donc, ça veut dire que quelque part, donner du sens à l'entreprise, ça ne veut pas dire ne pas payer ce qui doit être payé à ceux qui nous fournissent de l'argent, du travail, de la notoriété, des matières ou des matériaux. Bien sûr qu'il faut rémunérer tout ça correctement, mais ça, ce sont des ressources. Ce ne sont que des ressources. Et la ressource n'a jamais donné de sens et de valeur à l'entreprise en tant que projet collectif. Non. Et donc, c'est là où je pense qu'aujourd'hui,
tous les managers qui nous écoutent doivent absolument se poser la question, je mets mon entreprise au service de quoi ? De quelque chose de noble, de quelque chose qui est enthousiasmant, de quelque chose qui peut allumer des passions et de quelque chose qui va faire que chacun des collaborateurs sera heureux d'apporter le meilleur de lui-même à cette aventure collective. Ouais, ça, je crois que c'était ma dernière rupture pour expliquer ce que pourrait être la courbe verte. Est-ce que je peux récapituler ce que j'ai compris des 5 défis qui se posent, ce que tu viens d'expliquer, au niveau de nos sociétés? Là, le premier, c'est les ressources, c'est ça que tu as dit? Oui. C'est le premier défi. Le deuxième, c'est au niveau technologique. Oui. Le troisième, c'est celui de la complexité, et en particulier, tu as parlé des réseaux. Oui, donc le problème de l'organisation. De l'organisation, d'accord. Ouais. Et le quatrième, c'est le passage d'un système de masse et de bas prix à une optimisation de la valeur d'utilité. Et le cinquième, c'est le sens. Oui. Si tu déclines ces 5 choses-là au niveau... je te propose, c'est de les décliner au niveau d'un entrepreneur, d'abord, parce que c'est une partie de mes auditeurs, et ensuite au niveau d'un manager, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément celui qui possède l'entreprise. Qu'est-ce que ça voudrait dire, déjà, pour une entreprise? Donc, j'ai compris le sens, c'est-à-dire il faut qu'elle ait un sens qui dépasse un petit peu juste le fait de verser de l'argent aux actionnaires. Et après, sur les autres critères, le fait qu'elle, je suppose, consomme pas trop de ressources, c'est-à-dire que... oui. Ouais. Au niveau techno, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle sache travailler en réseau, tu l'as expliqué, c'est l'organisation... Non, c'est 2 points différents. Si tu veux, au niveau technologique, je voudrais te proposer une autre manière de le formuler. Ouais. C'est juste ceci, c'est de dire que l'économie de demain, c'est une économie qui sera... Enfin, l'entreprise de demain, pardon, c'est une économie... une entreprise, encore, pardon. C'est une entreprise qui sera... extrêmement robotisé et algorithmisé sur tout ce qui est compliqué, dangereux, fatigant, et qui donc mettra l'homme devant quelque chose qui est l'ensemble de tous les métiers, en gros, qui lui font utiliser toutes ces intelligences, que ce soit l'intelligence conceptuelle ou intuitionnelle, mais aussi l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, et ce que les compagnons du devoir appellent si gentiment l'intelligence des mains, parce qu'il ne faut pas oublier les mains non plus. Hein. Et donc, moi, je pense qu'on est là... Et ce que d'autres professions aussi, qui sont moins manuelles, pourraient appeler les soft skills, c'est-à-dire la capacité à communiquer, de donner de l'enthousiasme, etc. Parce que ça, c'est humain, c'est purement humain. Relationnelle. Oui, j'appelle ça l'intelligence relationnelle, mais tu as parfaitement raison. Hein. Par exemple, le soin aux personnes, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Ça ne demande pas forcément d'avoir un prix Nobel, mais ça demande quand même d'avoir un certain nombre de talents communicationnels ou autres qui sont indispensables. C'est évident. Donc, et ça, on est bien d'accord qu'un robot ne fera jamais. Ouais. Donc, on est là devant quelque chose qui est que nous basculons dans une économie, qu'est-ce qu'on va dire? Une économie de l'intelligence, une économie des capacités mentales ou des talents mentaux, appelons ça comme on veut, j'en sais rien. En tout cas, la force des biceps jouera plus. Donc, ça veut dire on le sait, tu le sais. Aujourd'hui, depuis 2018 plus exactement, il y a 2 grandes études qui ont été faites en Europe, l'une en Allemagne qui est purement allemande et l'autre qui a été faite à l'université de Liège mais au niveau européen, qui était concurrente au départ, sont arrivés exactement à la même conclusion. Et la conclusion c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui 40% des emplois qui sont assumés par des hommes seront assumés par des machines numériques, des robots ou des algorithmes. Mais 40%, c'est énorme. Alors, est-ce que ça veut dire que ces 40% vont se retrouver au chômage? Je n'y crois pas un seul instant. On a déjà connu ça avec la révolution informatique dans les années 70, où on hurlait au chômage et il n'y a jamais eu de chômage. Simplement, il y a d'autres talents et d'autres métiers qui vont surgir et qui vont récupérer tous ces gens-là, mais dans quelque chose qui ne sera pas robotisable, quelque chose qui ne sera pas algorithmisable. Et c'est là où la question doit être posée aujourd'hui, on ne la pose pas assez. Moi, je voudrais que ceux qui nous écoutent là prennent vraiment en main cette question toute simple.
demain, ça veut dire d'ici 5 ans, 10 ans, 40% de ce que je fais dans mon entreprise va être soit algorithmisé, soit robotisé. Je dois m'y préparer maintenant. Donc, je dois repérer ce qui est robotisable, je dois repérer ce qui est algorithmisable, je dois anticiper ces robotisations ou ces algorithmisations, parce que sinon, je vais les subir et ça va être terrible. Donc, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Eh ben, je pense que là, on a fait un grand pas en avant sur ce thème-là, sur le thème du bon usage des technologies. Parce que, de toi à moi, les GAFA et leurs vitrines californiennes, ça me fait un peu marrer, parce que en gros, on te vend des gadgets et du ludique qui servent à rien. Je suis désolé, mais Facebook, ça sert à rien. Instagram, ça sert à rien. Netflix, ça sert à rien. Donc, en parlant, j'entends. Ouais, l'utilité, ouais. Ouais, oui, la notion d'utilité, moi, j'y tiens beaucoup. Alors voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un... Est-ce que j'ai tout dit ? Oui, le réseau, ça on en a parlé, et le modèle économique. Ah oui, le modèle économique, ça je pense qu'il faut bien y réfléchir. Si tu veux, qu'est-ce que je voudrais mettre en avant là ? C'est la notion de virtuosité. Je crois que les managers qui nous écoutent demain matin doivent avoir en tête un plan de virtuosité pour leur entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir ce qu'ils sont capables de faire qui est difficile de faire. Parce que dès le moment où tu fais quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose que les autres ne savent pas faire, et que dès le moment où tu es le seul à pouvoir faire quelque chose de difficile, le prix ne se discute plus. Et tu sors enfin de la chape de plomb du prix bas. Et tu restaures tes marges. Alors, comme tu me parlais beaucoup d'auditeurs qui sont plutôt du monde de la PME, je pense qu'ils seront très heureux de se rendre compte qu'il y a possibilité pour une PME de restaurer ses marges. Parce que là, c'est vachement laminé quand même. Donc, voilà. Moi, je pense que la virtuosité, c'est vraiment ça. C'est de voir dans les savoir-faire, quels sont les savoir-faire stratégiques que l'on a, là, ce qui est difficile à faire, ce qui est difficile à apprendre, ce qui est difficile à transmettre. Et ça, c'est les points stratégiques de développement de l'entreprise. C'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et ça coûte pas d'argent. Ça coûte du temps et de l'énergie, mais ça coûte pas d'argent. Il n'y a pas d'économie d'échelle sur les ressources immatérielles. Et en ce moment, on a un peu de temps pour réfléchir. En plus, tu vois, ça tombe juste bien, quoi. Ça tombe à point. En fait, c'est pas une crise, c'est une opportunité. Ah, voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Je pense que, en plus, ça va mettre en action les auditeurs. Je pense que c'est vraiment intéressant comme ça quand on part de quelque chose qui est vraiment très, très... j'allais dire théorique, mais oui, qui est théorique, qui est une analyse théorique de la vie du monde, et qu'on descend, et on arrive à... qu'est-ce que je fais maintenant ? Je pense que là, tu as tracé quand même des pistes de réflexion qui sont vraiment très concrètes et vraiment intéressantes, que ce soit dans la manière dont les relations sont organisées dans l'entreprise, que ce soit dans le futur de l'entreprise à 5 ans, quand tu as parlé de l'automatisation des tâches et ce qui va devenir, ce qui va sortir du champ humain, et donc qu'est-ce qui doit être fait par l'humain à la place. Et puis aussi, effectivement, moi, la notion de virtuosité, je trouve ça, en fait, ou de valeur ajoutée différenciante, ça c'est... Clairement, effectivement, c'est là-dessus qu'il faut miser, c'est-à-dire ne plus être comparable, en fait, finalement. Ce que j'ai oublié de te dire, Frédéric, c'est que c'est vrai que quand je me suis présenté, j'ai parlé de mon cursus académique. Il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait, comme je suis quelqu'un de fondamentalement autonome, j'ai jamais voulu dépendre des pouvoirs publics pour financer mes recherches. Donc j'ai toujours fait un financement en faisant du travail dans des entreprises que je crée moi-même. Ce qui veut dire que, par exemple, je connais un peu le problème du management, parce que pendant 15 ans, j'ai fait du management de crise un peu partout. Tu vois, donc je vois à peu près ce que c'est qu'une entreprise et comment ça fonctionne. C'est clair, mais c'est extrêmement important, parce que sinon tu ne te rattaches pas à la réalité. Et alors c'est marrant, la non-dépendance vis-à-vis des organismes publics et du financement, etc., d'abord ça donne... je dirais une liberté de parole peut-être qui est plus importante. Et puis, pour boucler, quand je parlais du bouquin de Taleb tout à l'heure, ça m'obsède un peu, parce qu'il y a vraiment des concepts qui sont intéressants. C'est ce qu'il conseille pour être antifragile. C'est-à-dire c'est ce qu'il conseille justement pour pouvoir vivre alors qu'au milieu des crises. Et en fait, c'est ce qui fait en sorte que, surtout quand tu travailles en plus, comme tu viens de le dire, dans
dans le milieu de la crise. Ça veut dire que toute nouvelle crise qui arrive te rend plus fort. Donc, c'est une position intéressante. Ce qui ne me tue pas me renforce. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Alors, ok, écoute, c'était hyper intéressant. Alors, moi, il y a quelques questions que je pose toujours à la fin d'une interview. Il y en a une, d'ailleurs, tu viens de le faire, tu viens de nous donner une citation, mais c'est peut-être pas ta citation préférée. Est-ce que tu as une ou plusieurs citations dont tu voudrais nous faire profiter ? Ah oui, moi, il y en a une dont j'ai fait ma devise personnelle depuis longtemps, parce que dans mon cursus philo, j'ai fait ma thèse sur Nietzsche, donc c'est quelqu'un qui m'a fortement parlé et qui m'a fortement impressionné. Et il y a une phrase qui est vraiment devenue mienne, mais au plus profond, et de ma tête et de mes tripes, c'est « Deviens ce que tu es et fais ce que toi seul peux faire ». D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu ce que tu as conseillé tout à l'heure aux managers et aux entrepreneurs. Quand tu leur dis, vous devez faire preuve de virtuosité, c'est exactement ce que tu leur dis. Et effectivement, c'est toujours intéressant quand on est chef d'entreprise de regarder ce que notre entreprise est capable de faire et que n'est pas capable de faire une autre entreprise. Et il n'y a que ça qui compte. Oui, je crois aussi. Je crois. Et d'ailleurs, je reprends aussi, fais ce que toi seul peux faire. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es manager ? Ça veut dire aussi que ce que d'autres peuvent faire, eh bien, laisse-les le faire. Ne fais que ce dans quoi tu es le meilleur. Oui. Mais parce que cette phrase, elle est incroyablement simple, mais si on la rumine un peu, elle ouvre des tas de portes extrêmement claires. Ok, c'est vrai. Est-ce que tu as un film peut-être favori ? Oui. Je ne suis pas très cinéphile. En fait, je ne suis pas très intéressé par ce qui est audiovisuel. Je suis pas un idiot visuel, je suis un malin textuel. Tu lis plus. Il y a quelques films qui m'ont très fortement marqué, dont un que je trouve extraordinaire, même s'il est plus tout neuf maintenant, c'est Matrix. Ah ouais. Et là, on est en plein dedans, en fait. Parce que la pilule rouge, la pilule bleue, on est bien là à choisir entre deux mondes. Le monde de l'illusion où on se dit, sous morphine, on va continuer à fonctionner, tout va bien. Et les virus, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans Matrix. Ouais. Ils sont là pour régler les problèmes, etc. Et on ne sait pas fondamentalement la réalité des choses. On est dans le déni de réalité. Mais c'est pas grave parce que tout se passe bien. Cette scène est extraordinaire où tu vois un gars qui vient de l'autre monde et qui renonce au vrai monde et qui rentre dans la matrice et qui dit « Je sais ce que c'est qui est faux, mais qu'est-ce que c'est bon ?» On est dans l'artificialité totale, mais bon, ok. Et puis il y a l'autre monde, il y a le monde de Morpheus rejoint par Nemo, etc. C'est un monde frugal, si tu veux bien t'en souvenir. C'est un monde difficile, c'est un monde sans luxe. Mais c'est un monde libre, c'est un monde qui crée l'avenir. Et voilà, je pense que Matrix était la préfiguration de ce modèle de bifurcation dont on a parlé tout à l'heure. Ah, c'est intéressant. Et c'est vrai, dans Matrix, on peut l'interpréter comme ça. Il y a le monde où on rêve et où on n'est pas soi-même, et puis il y a le monde où on vit et qui est plus difficile et qui est moins sécurisant, mais qui est aussi peut-être plus... voilà. En tout cas, dans le film, c'est le monde réel. Oui. Et la réalité, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre que tu... Alors, peut-être pas le livre que tu as préféré, mais le livre que tu conseilles le plus ? Il y en a plein, évidemment. Je suis un lecteur assidu. Oui, je vois ça derrière toi. Moi, j'ai la vidéo, donc... Je crois qu'il doit y avoir dans la totalité de la maison ici, on doit approcher de 5000 bouquins. Voilà. Allez, les livres que je trouve les plus nourrissants en termes de réflexion, d'abord et avant tout, je te parle de Papa Nietzsche, évidemment. C'est ainsi parle Zarathoustra. Ainsi parle Zarathoustra, c'est pas un texte philosophique lourd, c'est un texte de métaphore, c'est un texte qui est écrit un peu comme
comme un texte biblique. Enfin, c'est des choses qui se ruminent, c'est des métaphores, c'est des images, tout ça doit être ruminé, mais c'est d'une richesse infinie. Et il y a un passage qui est extraordinaire, c'est la fin du prologue, où Zarathustra explique à la foule sur la place du marché, ce qui n'est pas neutre, et qui explique à la foule ce que c'est que le dernier homme. Et il dit le dernier homme, et ça prend une page, et il explique exactement ce que nous sommes, nous, ici, en début du XXIe siècle. C'est-à-dire tourner sur le nombril, sur le matériel, sur le confort, etc. etc. Là, c'est extraordinaire. Or, ça a été écrit en 1887, quand même. Ouais, c'est fou, hein. Alors d'autres livres que je pourrais, moi je me délecte aussi en termes de méditation intéressante. Je me délecte des fragments d'Héraclite. C'est pas trop connu. Ce sont des fragments, comme le mot l'indique. Ce sont des tout petits morceaux de texte dont on n'a pas retrouvé le reste. Héraclite, c'est un philosophe d'Éphèse qui écrivait au VIe siècle avant l'ère chrétienne. Il y a des choses fabuleuses. Enfin, j'en cite deux comme ça très vite. Tout cool. En grec, c'est pantarei. Tout cool, ça veut dire que rien n'est permanent, tout change tout le temps. Et que donc, il faut arrêter de croire qu'on peut arrêter les choses. Les choses se passent. Il dit qu'il faut accepter et assumer le monde tel qu'il est, tel qu'il va, et arrêter d'inventer des mondes imaginaires qui sont probablement plus beaux, plus machin, plus trucs, mais qui sont pas là. Donc, voilà, on retourne à Matrix là. Il faut retourner à la réalité, hein, où on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est un peu la même idée, le fleuve qui coule. Et on a l'impression qu'il est permanent. Pourquoi ? Parce que les rives sont les mêmes. Mais la réalité du fleuve, c'est l'eau qui coule, et c'est jamais deux fois la même goutte d'eau qui vient te caresser la peau. Donc voilà, ça c'est Héraclite. Et puis, qu'est-ce que je pourrais comme troisième ? Oui, enfin ça c'est peut-être ma culture juive, mais je reste très très attaché à la Bible, non pas pour des raisons théologiques ou des raisons de foi religieuse, des choses comme ça. Je trouve que ce serait bien qu'on redécouvre ce livre qui est quand même fondateur pour toute la culture européenne, et que dans ce livre il y a des choses fabuleuses. Et pour moi, le début du livre de la Genèse est fabuleux. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis physicien, et donc la cosmologie, c'est la branche de la physique qui s'occupe d'essayer de comprendre l'univers dans son ensemble. Bah, tu ouvres la Bible au livre de la Genèse, ça y est, c'est bon, quoi. Et on te raconte des trucs. Alors, il faut surtout pas prendre ça à la lettre, c'est absurde. Hein, ça n'a pas vocation ni scientifique ni historique. C'est juste symbolique, mais ça peut être ruminé. Et cette rumination, c'est un bonheur. Ça te nourrit. Voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Ah oui, juste une chose quand même. Si des auditeurs veulent te suivre, te contacter, te retrouver, est-ce que tu existes quelque part dans la Matrix ? Alors, j'existe très très peu dans la Matrix, mais j'ai une adresse, enfin j'ai un site. Et dans le site en question, il y a un petit truc qu'on peut cliquer, contacter Marc Alévi, donc ça c'est facile. Et l'adresse du site, c'est www. Bien sûr, noéthique, donc ça je dois épeler, c'est N comme Nestor, O, Oscar, E, Émile, T, Théodule, I, Isidore, Q, Québec, U, Ursule, et E, Émile, .eu. D'accord. Ouais, je suis un Européen convaincu, donc c'est .eu. D'accord, ok. Bah écoute, merci infiniment. Je pense que voilà, j'ai trouvé l'expérience hyper intéressante et enrichissante. Ça m'a vraiment plu. Puis il n'est pas impossible qu'on remette ça une fois ou l'autre si ça t'intéresse. Avec grand plaisir, Cédric. Allez, à bientôt. Au revoir. Bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez poursuivre les discussions, si vous voulez voir les applications concrètes qu'on peut faire de ce que nous a dit Marc Alévi, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le forum Outils du Manager. Ça s'écrit forum.outildumanager.com.
Vous verrez, c'est une communauté qui est de plus en plus active et qui grossit. Donc je vous conseille d'y faire un petit tour, et surtout de vous inscrire et de participer. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.